Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée se passe comme il faut, que ce soit la rentrée scolaire ou la rentrée, la reprise du boulot par exemple. Vous le savez, moi je suis en vacances pendant encore quelques jours, une ou deux semaines, mais j'avais promis que je ferais quelques petites vidéos pendant que j'étais en repos, et celle-ci en faisait partie, et j'avais envie de faire un petit retour sur la sortie de Final Fantasy XV, ou plutôt Kingsglaive Final Fantasy XV, qui vient d'arriver là en VOD, et vous savez que normalement je fais pas de films qui sortent pas en salle, de films qui sortent en vidéo à la demande ou directement en DVD. Tout simplement pour faire une présélection déjà de base, et puis aussi parce que c'est ces films-là qu'on parle le plus. Et celui-ci, j'avais envie d'en parler parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai un certain lien avec la saga Final Fantasy. Certains d'entre vous ont peut-être écouté ma saga MP3 Banal Fantasy, que ce soit la 1, la 2, que The Age of Cerberus, le Origins, tout ce que j'ai pu faire, le détournement vidéo du film qui avait été fait, Advent Children Complete de Final Fantasy VII, que j'avais aussi détourné entièrement. Mon plus gros détournement, c'était ça, c'est un truc dont je suis très fier, c'est un détournement de 45 minutes. Je suis très content, le problème c'est que vous pouvez pas le voir parce que Square Enix veut pas que ce soit diffusé sur YouTube. C'est con, hein. Donc, j'étais un peu connu par rapport à ça, c'était mes premières lettres de noblesse, et voilà, la saga est toujours vivante, il y a encore un jeu je me demande comment, mais la saga est toujours vivante, après le 13, et le 13-2, et Lightning Returns, et tout le bordel, et donc la saga est encore en activité, et vient de sortir un nouveau film d'animation. Et c'est vachement intéressant, alors je pense même qu'un jour je ferai une vidéo spéciale là-dessus, parce que les films d'animation Square Enix, c'est quelque chose de très particulier. Square Enix, Squaresoft ou Square Pictures, peu importe, maintenant c'est compliqué de savoir. À la base, Square, qui est donc la boîte qui produit les jeux Final Fantasy, qui sont des jeux de rôle, d'aventure pour ceux qui ne connaissent pas, des jeux où on est largué dans un univers avec un scénario qui fait à peu près 10 films de large, et enfin en durée, pas forcément en contenu, mais en durée en tout cas, parce qu'on vit tout nous-mêmes, et donc on doit résoudre ce genre d'histoire. Squaresoft, à l'époque, a eu un énorme succès avec Final Fantasy, et arrivé au 7, a décidé de se lancer dans un film. Ils avaient lancé leur propre succursale de production de films, qui était à la fois américaine et japonaise, il me semble d'ailleurs, et ils avaient produit Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, The Spirits Within en version originale, et ça a été une catastrophe, parce qu'en fait le film s'est tellement planté et a tellement pas récupéré son investissement. Je crois qu'il avait coûté 113 ou 130 millions, ce qui était monstrueux à l'époque, hein, c'était en 2001 ou 2002, donc film d'animation entièrement en image photoréaliste et produit à ce prix-là, c'était monstrueux. Ils n'ont rien récupéré de cet argent, ou pas, presque rien, et donc la boîte s'est viandée complètement. Squaresoft, la boîte éditrice du jeu, s'est retrouvée complètement à la masse, et à deux doigts de fermer la porte, et a été racheté par son concurrent Enix, qui depuis, me semble, s'aborder son ancien concurrent Final Fantasy en faisant en sorte que le travail soit jamais bien fait sur un Final Fantasy. Depuis qu'ils ont été rachetés, je n'ai pas vu un bon Final Fantasy sortir. J'ai commencé à m'éloigner à partir du 10, où j'ai vraiment commencé à plus saisir l'orientation du truc. Mais le 9 m'avait déjà un peu perdu, j'aimais pas le retour à l'ancien mode, parce que j'aimais pas justement ces anciens jeux très médiéval fantastiques, qui était un peu une certaine marque de fabrique de Final Fantasy, mais Final Fantasy a aussi évolué vers des trucs plus étranges, du cyberpunk, de la SF utopiste, ou des choses genre-là. Donc c'est vraiment beaucoup de trucs variés dans Final Fantasy. Et malheureusement, quand ils ont sorti leur film en salle, ils ont fait un film de science-fiction de série B, voire Z, à l'autre bout de l'alphabet, qui était vraiment pas le meilleur calcul. L'intérêt d'amener Final Fantasy au cinéma, c'était d'amener la fantasy de Final Fantasy au cinéma, et pas de sortir le même film que de mon avis depuis des années, simplement fait avec des acteurs en CGI. Final Fantasy VII Advent Children, du coup, Complete ou Original, avait un peu changé ça, parce que du coup c'était dans un truc très particulier, parce que le 7 était une suite directe d'un jeu qui était sorti depuis 15 ans, je crois, à l'époque. Ou 10 ans, ça devait faire que 10 ans peut-être. Ça commence à dater tout ça, et du coup c'était vachement plus intéressant en tant que film, mais effectivement très dirigé vers les fans. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si, par exemple, on pourrait me demander, quand je fais un film comme ça adapté sur une saga, est-ce que Final Fantasy VII peut être vu par des gens qui n'ont pas fait le jeu? Je vous répondrai, vous pouvez toujours essayer, mais au début du film il y a marqué, ce film est destiné aux fans, donc
essayez si vous voulez, mais vous plaignez pas si vous recevez rien à la fin parce que le film vous a dit dès le début qu'il était pas pour vous. Donc c'était un truc un peu spécial. Et là arrive Kingsglaive Final Fantasy XV. Oui, j'en profite pour faire une grosse intro parce que je m'en fous. De toute façon, j'ai rien à respecter. Là, je suis en vacances. Je fais ce que je veux. C'est même pas mon format habituel. Ils viennent donc de sortir Kingsglaive Final Fantasy XV et bah celui-ci est très particulier parce que c'est un prequel au jeu vidéo et en même temps ça se passe plus ou moins en même temps. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a certains chapitres du jeu qui doivent se passer en même temps que ça. Donc c'est-à-dire que c'est un film qui effectivement est lié à un jeu, mais qui lance l'univers du jeu. C'est-à-dire que normalement le film est fait pour être vu sans qu'on ait vu le jeu, parce que c'est censé être ce qui nous amène dans le jeu. L'histoire est celle de d'une contrée en guerre. Si vous aimez Game of Thrones, ça pourra peut-être vous plaire du coup. Un empire qui est l'empire de Niflheim essaye de dominer le monde, of course. Ils ont déjà en gros réussi parce qu'ils ont envahi beaucoup de contrées, dont Tenebrae. Je ne sais pas si cette contrée s'appelait comme ça avant ou après avoir été envahie par l'Empire, mais c'est une forêt où il y a un gros soleil qui tape partout et des couleurs énormes. Pourquoi ça s'appelle Tenebrae? Est-ce que c'est un truc fait exprès pour dire ouais, ténèbres, en fait ça n'existe pas vraiment dans l'univers du jeu? Ils utiliseront le mot ténèbres dans le jeu, mais en fait ténèbres ça veut pas dire ténèbres chez eux. Sauf que la ville des... Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout pourquoi, mais je comprends pas pourquoi cet endroit s'appelle Tenebrae alors que c'est les gentils. Peut-être que ça va être une révélation d'ailleurs. Dans le jeu lui-même. Et le royaume de Lucis est le seul qui résiste à l'empire de Niflheim, grâce à un mur de magie qui est maintenu par le roi, qui est muni d'une bague qui lui permet d'avoir accès à une magie ancestrale qui permet donc de maintenir la protection au-dessus de la ville et de résister à n'importe quelle attaque et à n'importe quoi. À peu près n'importe quoi, on sait pas si ça résistera à un démon, une invocation, un truc dans ce genre-là, mais en tout cas ça doit résister à l'armée de base. Et là où commence ce film, Niflheim fait une proposition au dernier moment. Ils allaient faire une grosse attaque et finalement ils décident de se retirer par bonté d'âme et proposent par la suite la signature d'un traité de paix. Évidemment, à leur avantage bien plus qu'à celui de Lucis, mais quand même un traité de paix. Et le film va donc s'attarder à savoir si cette paix va pouvoir avoir lieu ou si tout cela n'est qu'un monstrueux complot pour en vérité faire une attaque définitive sur Lucis et essayer d'envahir le royaume. Déjà rien que l'histoire est intéressante et je vais en venir à mon premier commentaire vraiment global sur le film. J'ai bien aimé et je comprends pas qu'ils sortent pas ça en salle. Ça leur a coûté moins cher, ça a été fait plus rapidement, ça a plus de gueule et c'est largement plus utile à apporter à l'univers du cinéma que l'histoire de base de Final Fantasy, la créature de l'esprit qui était sortie à l'époque. La seule chose que les créatures de l'esprit avaient pour elle, c'était le côté Gaïa qui venait de la culture japonaise et qui était le seul truc un peu spirituel au sens propre et figuré de ce film, qui pour le reste était d'une connerie et d'un cliché abyssal. Je veux dire, le groupe de base du film avec du survival entre guillemets où certains personnages vont devoir mourir au final. Il y a le geek, la nana un peu mastoc, la nana plus gentille, le mec le leader, le grand black. C'était d'un classicisme ultra consommé et là pour le coup on a un putain d'univers, on a une putain d'histoire, on a des bons acteurs dans les doublages, on a des magnifiques décors. Très franchement, pour moi, ce film pourrait être le lancement d'une trilogie. Je comprends pas qu'ils gardent ça en VOD et qu'ils sortent ça, qu'ils hésitent à sortir ça en salle, parce que vraiment, ça pourrait surprendre énormément de gens. Je vais vous dire une phrase. Je l'ai dit à peu près à tout le monde depuis que j'ai vu ce film. Imaginez que ce film, c'est comme si le Seigneur des Anneaux, l'univers du Seigneur des Anneaux, avait continué à évoluer jusqu'à atteindre notre degré de modernité. C'est-à-dire, vous gardez tous les anneaux, toutes les runes, toutes les races, tous les monstres, toutes les invocations, tous les machins, et vous leur foutez une Audi à 3 qui roule au milieu d'une grosse ville bien sombre et bien dantesque à la Final Fantasy VII, mais qui est complètement moderne avec des gros immeubles et on dirait un peu le Japon, quoi. Le contraste est fou et incroyablement bien géré et ça fait un film jamais vu. J'ai beau être habitué à l'univers Final Fantasy depuis très longtemps, j'ai jamais vu un film comme ça, et surtout un film qui arrive à ce point à jongler entre des événements de réalisme, de science-fiction et de fantasy. Vous avez le truc c'est qu'il y a beaucoup de choses qui répondent à beaucoup de règles différentes.
qui se mélangent du coup dans un univers, et il faut réussir à rendre tout ça cohérent, pas réaliste ou crédible, c'est pas du tout la question, une question de cohérence entre les différents styles. Vous avez du réalisme avec cette ville très moderne, avec ces voitures actuelles. D'ailleurs, j'ai trouvé ça con, dans un univers aussi riche et aussi développé, d'avoir une voiture Audi. Je sais très bien qu'il faut faire des liens commerciaux pour essayer de vendre le truc, mais c'est quand même con, enfin c'est dommage. Mais donc il y a ce côté très réaliste du monde moderne, qui est plus ou moins le monde qu'on voit dans la vie de tous les jours, avec des gens en costard-cravate, qui vont côtoyer les chevaliers en armure du médiéval fantastique, avec leur magie, et avec leurs invocations, avec leurs démons, avec les monstres, les vrais monstres, les créatures qu'on combat, pas juste des humains de ce genre-là, mais les vrais monstres, les animaux, en gros, de l'univers de Final Fantasy, mais qui sont des animaux très agressifs, donc on les appelle des monstres. Et donc le mélange de... Il y a un plan juste très con où il y a le conseiller du roi qui vient le voir et lui dit que quelqu'un vient lui parler, et on a donc cette énorme salle avec cette architecture ultra gothique, avec sa pierre sombre et son machin, son marbre noir, etc. On a un mec, un soldat qui est à genoux devant son roi, avec sa cape derrière lui et son armure avec des enluminures dorées, etc. Et d'un seul coup, il y a un mec en costard cravate avec ses lunettes de soleil et son truc là lié son oreillette qui arrive et qui fait « Votre Altesse, quelqu'un voudrait rentrer dans la salle, etc. » C'est « Ah !» Et du coup, en plus de tout ça, on mélange le côté science-fiction avec les airships, qui à la base sont plutôt de la fantasy, mais qui dans cette version moderne du coup deviennent un côté science-fiction et deviennent des vaisseaux volants avec des générateurs de gravité, des trucs dans ce genre-là. Et ce mélange marche incroyablement bien. Il y a une scène que je trouvais géniale, donc le héros principal de ce film, vraiment principal, s'appelle Ulrich. C'est un membre des Glaives qui sont l'unité d'élite, le GIGN du roi, et qui doivent réaliser plusieurs missions, et il doit en particulier sauver la princesse Lunafreya. Ça fait partie des rares noms que j'ai retenus. La princesse Lunafreya qui devra servir à quelque chose dans la suite de ce conflit, et donc dans le jeu vidéo Final Fantasy XV. Et il y a tout un moment où ils sont en train de s'expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire pourquoi est-ce que lui doit la sauver, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle doit faire, et les enjeux de ce monde, et donc en gros nous présenter les enjeux qui seront dans le jeu, ensuite dans le jeu Final Fantasy XV. Et toute cette scène a lieu dans des bureaux. C'est-à-dire que vous avez un mec avec son oreillette, sa dague avec laquelle il peut se téléporter, c'est son pouvoir, donc il envoie sa dague et il se téléporte, et il arrive directement sur le manche de sa dague et il la récupère pour se téléporter un peu partout. Ça fait des scènes d'action géniales, les scènes d'action sont incroyables. En train d'utiliser de la magie, etc., avec des monstres qui sont en train de flotter dans les rues de la ville autour. Je fais ça avec les ailes parce que c'est des monstres avec des ailes, et qui sont en train de flotter, en train de parler avec la princesse de ce qu'ils doivent faire pour sauver le monde, et derrière il y a des classeurs marqués compta. Et je trouve que ça marche génialement. Enfin, ce plan est génial. Cette idée est géniale. Le fait de mélanger tout ça dans un univers aussi quotidien et plan-plan et pas intéressant, et d'un seul coup vous y foutez des monstres et des pouvoirs magiques, et le mec envoie des boules de feu, et la nana qui est avec son machin, et en même temps il y a un truc avec une puce GPS pour les traquer et tout, donc c'est... Ah, j'adore ce truc. Enfin, le mélange marche incroyablement bien. C'est fou d'arriver à faire prendre une sauce pareille et de la faire marcher aussi bien. Ce qui marche du coup d'autant mieux, c'est que effectivement c'est très bien joué et les acteurs sont très bons. J'aurais juste un défaut à dire tout de suite, c'est que malheureusement on a encore à certains moments le problème des yeux morts sur beaucoup de personnages. Vous savez, c'est en 3D, c'est les moments où les yeux ont pas de reflet, pas de vie, n'ont pas l'air très très vivants. Et le souci, c'est ça peut passer parce que c'est tellement photoréaliste qu'à vrai dire, pour se concentrer sur les yeux, faut le vouloir presque. Il y a tellement de choses à regarder, c'est tellement beau. Mais il y a un personnage à un moment qui disparaît et quelqu'un d'autre en parle une ou deux scènes plus loin et fait ah, et ses yeux si vivants, et tu regardes le film, tu fais non, pas vraiment, comment dire, comment t'expliquer ça, et d'ailleurs parler, avant de parler des personnages eux-mêmes, au niveau de l'animation aussi, ils sont, c'est variable, c'est grosso modo c'est quand même du boulot d'incroyable qualité, mais ça reste soit trop fluide, soit trop mécanique à certains moments. Enfin, il y a des trucs qui marchent pas très bien. Il y a l'exception notable, extrêmement notable, du conseiller du roi. Je sais plus comment il s'appelle, c'est son pote avec celui avec qui il se battait avant, avec lequel ils ont fait plusieurs combats avant que Régis devienne roi. Le roi Régis. Régis est un con. Pardon, j'ai pensé à ça pendant tout le film. Donc, le pote du roi Régis, qui est un espèce de vieux conseiller, et
ce mec-là, ce personnage, ce modèle 3D, à chaque fois qu'il est à l'écran, je ne sais plus si je suis devant un film en animation ou un film réel. Ce personnage est bluffant. Il y avait le meilleur animateur de toute l'équipe de Square sur ce personnage. C'est pas Square, c'est Visual Works, je crois, un truc genre là. Ça se voit vraiment. C'est ça le truc, c'est que en animation, tout le monde n'a pas le même niveau. Et généralement, on essaye de mettre les meilleurs animateurs sur les personnages principaux. Donc généralement, c'est eux qui font les meilleurs trucs, et les autres animateurs font des personnages plus secondaires ou tertiaires. Parce que, bon, tant pis s'ils sont un petit peu moins animés, c'est pas les personnages qu'on voit le plus souvent. Là, je sais pas ce qui s'est passé, ils savaient pas qui ils avaient sous la main, avec ce personnage-là, mais alors, le conseiller du roi, qui a 10 répliques dans le film, même pas, bluffant. Je crois que c'est le personnage en animation qui m'a le plus bluffé depuis Sid dans Les Créatures de l'Esprit, qui était le personnage le mieux animé des Créatures de l'Esprit, Final Fantasy les Créatures de l'Esprit. Et là vraiment, enfin ce personnage-là, il m'a vraiment étonné. La raison pour laquelle du coup tout ça marche très bien, c'est que donc les personnages sont très attachants. On arrive à développer quelque chose pour chacun, aussi bien les gentils que les méchants. J'adore l'empereur et son conseiller. Son conseiller qui ressemble à une espèce d'Irvine Kineas, le personnage de Final Fantasy VIII, qui a l'espèce de mélange entre un loupard et un cow-boy, enfin je sais pas, le rebelle. C'est ça, c'est Lorenzo Lamas le mec. C'est le rebelle avec son écharpe léopard autour du cou, qui arrive et qui fait « Ah, mon roi, comment allez-vous ?» avec la main comme ça. Le personnage est vraiment très drôle, mais alors l'empereur, j'ai rarement vu un empereur, il me fait vraiment penser à l'empereur de Star Wars, à Palpatine, et vraiment, mais dans un côté encore plus insinueux. C'est vraiment on sent que Palpatine essaye de cacher les apparences. L'autre, il a déjà prévu 17 coups pour t'enculer avant d'entrer dans la pièce, quoi. Enfin, et ça se sent, et il sait tellement qu'il a 17 pas d'avance, et il en profite, et vraiment, on voit le mec qui profite de son statut et de sa supériorité sur tout le monde. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est con, mais représenter un empereur, tout le monde peut pas devenir empereur. Faut avoir quand même une sacrée confiance en soi-même pour décider qu'on va dominer le monde entier, ou ne pas se poser beaucoup de questions. Et du coup, la façon qu'ils ont de rendre cet empereur, je le trouve incroyablement bien traité. Et c'est vrai que c'est un truc débile à dire, hein, ce que je vais dire, mais je m'attendais pas à trouver ça dans un film comme ça. Pas parce que c'est un film d'animation, parce que c'est un film d'animation fait pour promouvoir un jeu. Et je pensais vraiment pas qu'il pourrait... du coup, il récupère le personnage du jeu, mais je pensais pas qu'il pourrait à ce point s'attarder à faire quelque chose de bon, avec quelque chose qui est principalement quand même destiné à éponger le budget de développement de Final Fantasy XV, en fait, qui a été dans les limbes pendant 10 ans et qui a perdu énormément d'argent parce qu'il a été développé sur PS3 avant d'être abandonné à 20% de complétion et entièrement refait, scénario refait à 0, etc. Et tu passais de Versus 13 à 15 et tout le bordel. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent, et ça, la série d'animation, les films et tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment faits, à mon avis, principalement pour retourner les pistons. Donc vraiment, je m'attendais pas à ce qu'on ait un truc comme ça, mais même sur un personnage comme ça, qui est le méchant du film, mais qui est pas le méchant principal qu'on a dans ce film-là. Le méchant principal, c'est un soldat dans ce film-là. Et d'avoir à ce point ce travail du mec qui jubile. Vraiment, il jubile, quoi. Il arrive et il est, ça se voit qu'il est en train de prendre son pied et qu'il bande d'un centimètre de plus à chaque pas qu'il avance vers la salle du trône. Enfin, le personnage est vraiment super cool. Ulrich est vachement sympa aussi parce que j'ai bien aimé, c'est rare dans ces films-là aussi de vraiment découvrir la vie privée ou personnelle des personnages. Et il y a toute une scène qui est vachement intéressante, qui est toute en émotion aussi, où c'est juste le personnage qui est chez lui, en train de se préparer, et qui regarde chez lui, donc on lui crée un appart, et vraiment l'appartement dit quelque chose sur lui, on voit des différentes coupures de presse, des photos de gens qu'il apprécie, des trucs dans ce genre-là, donc il y a là aussi un gros travail sur le personnage qui parle beaucoup, qui a beaucoup de choses à prouver, qui est véritablement un héros puisqu'il va prendre beaucoup d'actions, enfin de décisions importantes, etc. Donc lui aussi très intéressant. Luna Freya, là aussi c'est compliqué, il faut toujours il faut se remettre dans des univers le problème c'est pas médiéval, mais dans des univers de royauté, où des gens peuvent vouer leur vie à défendre un trône, à défendre un roi, à défendre ça. On n'est plus habitué à fonctionner comme ça, nous. Personne va aller donner sa vie pour défendre François Hollande. Je pense pas. Enfin, vraiment, c'est plus le monde dans lequel on vit. Ou en tout cas, si quelqu'un le fait, on le considérera pas comme quelque chose de noble. Hollande sera très content, mais les autres vont se foutre de la gueule du mec pendant des années. Donc,
c'est vrai que c'est compliqué, et là vraiment cette nana-là, il y a tout un truc, on sait pas encore pourquoi, on comprendra pourquoi dans le jeu, je suppose, mais on sent vraiment qu'elle a une notion de j'ai un devoir à accomplir, j'ai un truc à faire, et je suis là pour quelque chose, enfin, et un peu beaucoup de sacrifices personnels aussi, on l'oublie souvent, mais c'est tout le scénario du film là à la base, c'est que le traité doit être ratifié par un mariage. Et on oublie souvent que voilà, ces mariages ont été faits pour assurer la paix, mais que du coup il y avait des gens qui devaient se marier qui avaient rien demandé à personne, quoi. Donc voilà, le personnage là aussi est intéressant à prendre en main, à aborder. Tous les autres personnages des Glaive aussi sont intéressants, et tout ce qui se passe avec les Glaive, il y a tout un truc intéressant avec une histoire de réfugiés aussi, de réfugiés de conflit et de réfugiés de guerre qui sont utilisés ou recrutés en partie dans le Kingsglaive, et qui est assez intéressante à traiter parce que les personnages dans le film sont souvent en train de dire que c'est de la merde et qu'on les fait mourir pour le roi. Et d'un autre côté, j'arrive pas à voir si les mecs se rendent compte qu'on leur confie le rôle le plus important du pays, alors que ce sont justement des émigrés qui se disent rejetés et exploités. Et on leur dit, mais les gars, enfin, vous êtes le rempart devant le roi, c'est-à-dire qu'on considère que c'est vous les meilleurs soldats et la meilleure défense de tout le pays. Pourquoi vous êtes pas contents exactement? Enfin, je comprends que ce soit chiant d'être soldat, mais pourquoi vous êtes pas contents exactement? Enfin, on vous dit que vous faites des trucs vachement cool quand même. Et votre position est vachement cool. Donc, je suppose que ça doit aussi être un truc à développer dans le jeu. Et, enfin, encore une fois, c'est pas le genre de choses que je m'attendais vraiment à voir. Et, enfin, vraiment, quand je dis que j'ai commencé en disant que c'était une très bonne introduction à une trilogie, c'est une introduction à un jeu. En soi, pour moi, il devrait prendre la décision de se dire, allez, on fait 2 films, on fait deux suites pour raconter toute l'histoire d'FF15. On sortira la dernière dans, je sais pas, ça fait, le temps que ce soit développé, ça fera 4 ans au moins, minimum. Donc, les gens auront le temps d'avoir fini le jeu, quoi. Ils verront la fin du jeu sur grand écran, etc. Mais vraiment, on sent que c'est un truc qui met extrêmement bien en place les enjeux, l'histoire, l'univers, et qui le fait de façon non évidente, pas de façon énervante et trop in your face. C'est vraiment ça se fait de façon subtile et avec quelques dialogues, quelques trucs. Il y a un truc tout con, mais on parle beaucoup d'un ancien mur de défense dans ce film, et je comprenais pas ce que c'était pendant tout le film, mais il y avait des plans sur certains éléments depuis le début qui me faisaient dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et à quel moment est-ce que ça peut vouloir venir en place? Parce que c'est assez étrange dans le reste de l'univers. Et comment est-ce que tout ça se mélange? Et c'est venu, justement, c'était expliqué par la suite. Et ça marchait plutôt bien. J'ai quand même pris des petites notes pour éviter de louper des trucs, parce que je voudrais être sûr de pas oublier certaines choses. La musique aussi est extrêmement sympa. Alors elle m'est pas extrêmement restée en tête, et elle est pas composée par un japonais, étonnamment. Je crois que certains titres étaient composés par un japonais, mais que une bonne partie de la musique était composée par un américain, et il a fait une très bonne composition. Enfin, c'était vachement intéressant chaque musique à chaque fois me mettait dans la scène, c'est-à-dire que elles me sont pas encore restées en tête, en même temps j'ai vu le film qu'une fois, mais à chaque fois qu'il y avait une musique qui commençait, comme dans un Final Fantasy, au bout de 10 secondes j'étais en train d'essayer de murmurer le rythme, en train d'essayer de refaire le truc. Donc, quand ça me fait, je suis pas très mélomane. Donc, quand une musique me fait ça, c'est que généralement, il y a un truc qui passe bien. C'est que la musique est bien composée. Donc voilà, je trouve que la musique en plus du film marche vraiment très très bien. Il y a aussi, alors, il profite du fait d'être en animation, du coup, pour faire des trucs ultra originaux. Alors, déjà, tous les pouvoirs magiques, etc., c'est mieux intégré que dans n'importe quel autre film, parce que c'est pas intégré, ils sont dans le même truc, dans le même truc d'infographie. Les effets de poussière sont incroyables, les effets de feu, les effets de machin sont tous extrêmement réussis, mais du coup, l'animation permet de faire certaines choses que d'autres films ne font pas. Alors par exemple, Advent Children avait eu un truc très très cool, c'était un plan de caméra avec, c'était Loz. Un personnage dont ils se battent qui s'appelle Loz, qui a un espèce de truc sur le bras pour taper plus fort, et donc il a un bras qui résiste plus. Et il y avait une scène qui était vachement sympa, où le personnage plantait son bras au sol juste devant la caméra restait sur place, et en fait, pendant que lui-même était dans un mouvement, et en fait son bras reculait en arrachant tout le bitume au fond, et petit à petit le bras se révélait, on révélait le corps, et on révélait que le mec en fait était
en équilibre sur le bras avec sa moto au-dessus de la jambe et la balançait ensuite avec les jambes sur le mec qui le poursuit. Tout ça avec la caméra qui restait sur place à la base, mais qui du coup peut suivre des mouvements qui sont assez étranges et qui jouent dans différentes temporalités, avec le mouvement qui ralentit ou qui accélère selon certains moments. C'est les caméras virtuelles sont assez intéressantes à gérer, et le virtuel est intéressant à gérer parce qu'il permet de faire des choses qui seraient plus difficiles avec d'autres. J'avais pensé à un truc une fois, un personnage genre qui tombe ou qui fait un truc particulier. Vous pouvez essayer de filmer un mec en vrai, mais parfois vous aurez besoin de le bouger trop rapidement pour que ça marche, et si vous devez le bouger trop rapidement, ça aura plus l'air réaliste, ou en tout cas ce sera trop dangereux pour le personnage, donc faut le remplacer avec une doublure 3D qui elle n'est pas très réaliste. Les personnages 3D sont souvent pas très réalistes, et surtout se détachent plus du décor. Pourquoi est-ce que je suis en train de raconter tout ça? Pour dire tout simplement que la CGI permet de faire des scènes qui seraient étranges, qui passeraient beaucoup moins bien avec des effets spéciaux normaux, et qui là, comme ils sont dans un univers entièrement d'effets spéciaux, marchent bien. Et il y a une idée en particulier que j'avais jamais vue avec une bagnole. Je vais pas vous dire quoi exactement, parce que la scène est vraiment impressionnante quand elle arrive. Une bagnole et 2 immeubles. C'est tout con, mais la caméra n'aurait jamais pu suivre la bagnole dans cette cascade. Et cette cascade n'aurait pas pu être faite parce qu'elle est trop dangereuse. Ou alors elle aurait été faite en animation et ça aurait fait bizarre dans le film. Et là, du coup, bah, c'est pas fait en animation, ça rentre parfaitement dans le truc, et du coup, ça marche super bien. Et il y a beaucoup, du coup, de plans comme ça qui sont, qui vont faire des trajets de caméra, par exemple, qui seraient pas forcément possibles, normalement. On va sortir d'une route avec la voiture d'un personnage, et la caméra va suivre la voiture quelques secondes, et puis va monter ensuite et rejoindre un airship qui est au-dessus. Un vaisseau, quand je dis un airship, et qui va ensuite suivre notre action, etc. Des transitions qui sont faisables avec des films traditionnels. On les a déjà fait, on les voit souvent, mais souvent du coup elles sont très stylisées, où on insiste énormément dessus. Là on sent que c'est la narration. Enfin c'est vraiment de la narration, quoi. C'est pas, il faut pas faire un effet de caméra pour le style plus que pour autre chose. Vraiment c'est, on abandonne un personnage et on passe à un autre, et la narration va juste continuer avec la caméra qui vole d'un lieu à l'autre, parce que la caméra peut voler d'un lieu à l'autre, et c'est tout. Et c'est vachement intéressant comme traitement de la caméra, et c'est vrai que les films Final Fantasy non sortis en salle le font beaucoup plus que les autres. Le Final Fantasy l'écriture de l'esprit était vraiment, même dans sa mise en scène, trop classique, et je crois que c'est ça qui a décontenancé les gens, c'est que bah, ça avait juste l'air d'un film classique, sauf que là en plus on avait l'impression que les acteurs étaient pas réels. Et un mauvais film classique, un film de série B, série Z, quoi. Le scénario était pas très ouf. Encore une fois, à part l'élément Gaïa, c'est pas très intelligent et je l'ai regardé genre 27 000 fois, les créatures de l'esprit, d'accord? Essayez pas de croire que j'aime pas les créatures de l'esprit, j'adore ce film, mais pour les bonnes raisons, c'est pas pour le scénario. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Justement, alors comme je parlais des autres films, il y a pas mal de petits clins d'œil à d'autres éléments ou d'autres scènes des autres films d'animation Square Enix. Il y a une scène de baston entre Ulrich et le grand chevalier, son principal ennemi dans le film, qui à un moment se passe dans un immeuble qui s'effondre, et c'est exactement comme le combat entre Cloud et Sephiroth, les personnages qui sont en train de se battre à l'épée entre les colonnes d'un immeuble qui est en train de s'effondrer, avec aussi les moments où ils sautent d'une plateforme à l'autre, ou les trucs dans ce genre-là. Pareil, il y a un tronçon de route qui, je crois, est repris d'Adventure Incomplete. Je suis presque sûr que ce modèle de route, la sortie, la bretelle d'autoroute qui est utilisée une fois dans le film, est celle qu'utilise Cloud pour la poursuite avec Loz et Yazoo et Kadaj dans Adventure Incomplete. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de tout ça, c'est fou. Pareil d'ailleurs, il y a quelques allusions aussi au jeu, à l'univers de Final Fantasy en général. À un moment on parle de Chocobo, alors on n'en voit pas dans le film, alors que je sais qu'ils seront dans FF15, mais on parle de Chocobo vite fait dans le truc. Vous aurez également la bonne surprise de découvrir Ultros de Final Fantasy VI. Tout le monde ne le connaît pas, mais moi j'en connais un qui doit être ravi de le voir rendu comme ça, en plus, parce qu'il est fan de ce personnage, enfin de cette invocation. Et l'arme, j'oublie toujours si c'est l'arme émeraude, rubis ou machin dans Final Fantasy VII, l'arme qui attaque Midgar, son modèle est réutilisé pour une invocation de ce film, du coup, ce qui s'appelle un démon dans ce film. Alors je crois que ce qu'ils appellent démon dans ce film, c'est ce qu'on appelle invocation dans tous les Final Fantasy. Sauf 2-3 où ils ont décidé de changer les noms. Et je sais pas si ça se fera comme ça dans le jeu aussi, je crois pas. Mais dans le film, il y a un truc qui est très cool, c'est que l'invocation est tractée par des vaisseaux de l'Empire de Niflheim. Et j'ai trouvé ça ultra cool, quoi, de voir ce gros monstre enchaîné et tracté par des câbles ensuite. Quelque part, ça rappelle l'idée au tout début d'FF13,
tout court, quand il transporte les falsies dans le truc, le problème c'est qu'FF13 est tellement mal écrit et tellement foireux sur toutes ses bases qu'on n'arrive jamais à le savoir, mais là, du coup, dans ce film-là, ça passe très très bien. Et vraiment, c'est ça qui m'a surpris, c'est quand on voit les tréfonds de narration dans lesquels sont arrivés les scénaristes de Final Fantasy avec le 13, le 13-2, le Lightning, etc., l'absence totale de recherche de base, de background et d'univers cohérent et de vraie progression d'histoire et de vraie explication de l'univers, je m'attendais vraiment pas à ce que FF15 puisse être à ce point bien travaillé. Au niveau du récit, au niveau des dialogues, au niveau des enjeux, au niveau des thèmes, des symboles, des sentiments, vraiment, c'est... J'ai regardé ce film en m'attendant à une grosse merde. Les films adaptés de jeux vidéo, les films d'animation adaptés de jeux vidéo japonais sont souvent pas bons. Le film Taken, par exemple, si vous regardez Taken Blood Vengeance, c'est une aberration. Et ça n'a même pas de rapport avec le jeu, justement. Ça qui est con, c'est qu'ils arrêtent pas de dire qu'ils font des trucs plus fidèles au jeu, en fait, c'est jamais plus fidèle au jeu que ça. Et je suis vraiment... j'ai lancé FF15 en me disant... Allez, voyons jusqu'où ils sont tombés. Et j'ai fini la projection, je voyais un pote juste après, j'ai rarement décrit un film avec autant d'enthousiasme à quelqu'un. Je crois qu'il y a que Final Fantasy qui peut encore me faire ça. C'est vraiment, l'univers est tellement ouf que, et vraiment, enfin, pour le coup, ils ont retrouvé un excellent auteur, un excellent écrivain parce que on a regagné un énorme niveau depuis ce qu'ils ont sorti dernièrement, quoi. Les derniers trucs narratifs qu'ils ont sortis, c'était vraiment pas ouf. Et là, pour le coup, on a vraiment un film qui est très bien travaillé, et vraiment, j'étais surpris. J'étais très très surpris, et je le recommande vraiment. Je suis déçu qu'il sorte pas en salle, et je pense que c'est un des pires calculs que cette boîte peut faire, de pas essayer de le sortir en salle, parce que ils sont terrorisés à cause de ce qui s'est passé, et évidemment, enfin, vous essayez de sortir un film, ça menace de planter votre boîte au point que votre pire ennemi vous rachète. Évidemment qu'après, vous avez les boules, et vous osez plus rien sortir en salle. Mais là, il faudrait vraiment qu'ils le fassent, parce que si les gens pouvaient voir ça au cinéma, ce serait un tel électrochoc. C'est tellement différent de ce que les gens voient d'habitude et de ce qu'on a l'habitude de se voir proposer par Hollywood et tout, que c'est vraiment vraiment triste que ça sorte qu'en VOD et en DVD, quoi. Les gens ont besoin d'être exposés à un univers pareil, un truc aussi riche, un truc aussi noble au niveau de son histoire, parce que c'est que des personnages très nobles, et donc du coup évidemment ça aussi j'ai aimé, c'est très japonais dans ce domaine-là, mais le côté royauté aide beaucoup aussi là-dedans. Mais ça marchait vraiment super bien. Alors je retrouve sur un petit défaut avant de passer à de la mise en scène. Enfin, ça va être de la mise en scène. Il y a un personnage, il y a un méchant principal, un chevalier principal. Et c'est vraiment mon seul défaut, c'est qu'en fait les 25 ou 30 dernières minutes de ce film sont entièrement dévouées au fait de buter ce mec. Il y a pas que lui, il y a d'autres trucs qui sont en cours, mais il y a un mec, alors, faut vous expliquer le contexte du film. Le roi a des pouvoirs magiques grâce à un anneau qui lui permet d'avoir accès à la magie développée par ses ancêtres et à pouvoir ensuite la transférer à ses glaives, par exemple, les fameux soldats d'élite qui bossent pour lui. Et donc, le roi Régis, qui n'est pas un con, est le centre de la magie dans le monde. La magie n'existe pas sans ce personnage, et c'est le seul personnage qui permet à la magie d'exister. C'est le roi de Lucis qui permet à la magie d'exister, personne d'autre. Il y a leur cristal qui leur donne une défense, mais s'il y a pas le roi, s'il y a pas le digne héritier du trône, si cette bague n'est pas au doigt de quelqu'un, la magie n'existe pas dans ce monde. C'est lui qui est le centre de tout. Donc, c'est le mec le plus puissant du monde, c'est la magie la plus puissante du monde. Et l'ennemi principal de ce film, donc, depuis le début, est un soldat, un chevalier, et le mec est increvable. Et si encore il était increvable qu'en se battant contre des soldats, ça serait très bien, mais il est increvable contre le roi Régis. Et je comprends le système, parce que c'est très Final Fantasy, c'est très jeu vidéo, il y a toujours eu le boss, qui a toujours plus de vie que les autres personnages, et qui est toujours plus impressionnant, qui est toujours plus machin. Mais là, il y a un problème de cohérence avec le fait qu'ils se battent contre le roi, et que le roi est le mec le plus puissant du monde, de façon logique, et que ce mec résiste à tout, et du coup, enfin, on se dit, mais
pourquoi c'est pas lui l'empereur? Déjà, parce qu'il avait l'air beaucoup plus indestructible que le vrai empereur qui existe vraiment. Et si vraiment il résiste à ce point-là à la magie, ça veut dire que la magie c'est de la merde en fait. Le mec, il lui suffit d'avoir une armure bien épaisse et c'est bon, il résiste à tout, aux coups de foudre, aux boules de feu, aux machins, aux milliers d'épées, aux trucs. Et si encore ça passait que pendant quelques minutes, ça passe, mais je vous dis vraiment, il doit y avoir 25 minutes de ce combat final, de ce climax contre ce soldat, et ça fait beaucoup quand même comme truc. Donc voilà, c'est mon... Si j'avais vraiment un petit défaut en termes de mise en scène pour le film, ce serait ça, c'est le traitement du méchant, qui est trop increvable. C'est, on dirait Jaws, ou n'importe... Ouais, enfin voilà, ce genre de méchant, mais c'est... Il n'a pas été travaillé à ce point. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est un personnage secondaire, que c'est un sbire. C'est un sbire de l'empereur, et qu'il est voué à mourir, et on attend qu'il meure pendant tout le film, en fait. Et le combat met tellement de temps qu'on se dit vraiment, mais... Enfin, s'ils ont du mal à tuer ce mec-là, évidemment qu'ils n'arriveront jamais à buter l'Empire. Enfin, vous avez autant de mal à tuer un mec tout seul, alors que vous êtes le patron de la magie, vous êtes le roi, quoi. Enfin, c'est ouf, c'est bizarre. Donc voilà, ça c'est le petit passage où je me suis dit, tiens, ça c'est un petit peu étrange. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé un petit peu étrange. Je regarde vite fait quelques notes que j'ai pris pour voir si j'ai d'autres choses. Il y a un autre truc que j'ai trouvé un peu étrange, c'est le début le montage au tout début du film. On a une baston sur un grand champ de bataille avec des grandes invocations qui débarquent, des pouvoirs, des tornades de feu, des machins, c'est ouf. La baston se termine, et là on a un fondu au noir. Et la scène reprend, on a un plan, et là on a un fondu au noir. Et il y a pas de pause, le fondu arrive au noir, et dès qu'on arrive au noir, hop, il y a un nouveau fondu qui arrive, et une nouvelle image qui débarque. Mais c'est toujours juste un plan qui dure 2 secondes, et après, fondu au noir, et après, retour d'un nouveau plan, 2 secondes, fondu au noir, retour d'un plan, 2 secondes, fondu au noir, cut, fondu au noir, cut, fondu au noir. J'ai pas compris le montage à ce moment-là. Je crois que c'est grosso modo au moment où ils révèlent le titre, Kingsglaive, c'est le trajet entre le champ de bataille et quand ils retournent à Lucis, donc leur ville principale. Et le montage devient complètement haché, et ça gâche tout le rythme de cette scène. Je comprends pas pourquoi en principe, les fondus sont censés mettre un truc plus posé, ou montrer qu'il y a un passage du temps, une ellipse. Et très souvent, ils font des ellipses genre pour que dalle. Enfin, à la fin du film, il y a 2 personnages sur un pont, et ils se séparent, il y a un fondu au noir, et après il y a un autre fondu au noir, et ils sont genre 10 mètres plus loin, et c'est juste le mec qui se retourne pour revoir l'autre personne partir, et t'as un autre fondu au noir après, enfin ils servent à rien ces fondus au noir, faites un cut, si c'est juste pour ça, faites un cut, vous restez sur un gros plan du personnage, et après vous faites un cut, c'est vraiment bizarre parce que c'est des fondus au noir, et c'est pas discret du tout. C'est vraiment le truc le moins discret du monde dans un film, le fondu au noir, parce que d'un seul coup on n'a plus d'image, donc c'est pas juste un fondu à une autre image qui peut instaurer un certain climat de un truc qui se passe un peu lentement, un peu pépère, on sait que rien va péter parce que s'il y a un fondu, ça veut dire qu'il n'y a pas une bombe qui va arriver en plein milieu, sinon on aurait un cut pour avoir la bombe qui explose, etc. Enfin, dans les codes du cinéma, c'est pas une obligation, c'est juste que c'est comme ça que ça se gère le mieux, que l'effet marche le mieux. C'est pas une obligation, mais c'est... Si vous avez une explosion, vous n'allez pas commencer à faire un fondu alors que vous savez qu'il y a une explosion qui doit arriver. Ou alors, c'est que vous faites exprès de faire l'effet. J'avais fait ça dans un de mes courts-métrages. J'avais fait un fondu qui commençait à se faire et le fondu s'arrêtait alors que l'image était transparente à 40% et on revenait d'un seul coup à 100% parce qu'il y a un truc qui venait déranger tout le monde. C'était un peu particulier. Je l'ai même pas vraiment réfléchi quand je l'ai fait, mais quand je me suis retrouvé, quand je me suis retrouvé à faire le montage, je me dis non, je veux pas que le fondu aille jusqu'au... Bref, c'était pas la question. Mais le fondu au noir, vraiment, c'est un truc qui est très marquant et qui marque vraiment. Et donc oui, s'il y avait une bombe qui explosait, on commencerait pas à faire un fondu. Donc ça peut marquer le calme de faire un fondu, mais un fondu au noir, ça marque la fin. Quand l'image disparaît, quand on arrive au noir, l'écran noir normalement marque la fin d'une scène complète. Et mettre des fondus au noir ou des cuts au noir, alors que la scène n'est pas finie, c'est très étrange. Soit il faut que le personnage soit inconscient ou que plus ou moins conscient, et à ce moment-là, ça peut justifier de passer plus ou moins flou, plus ou moins net, plus ou moins sombre, plus ou moins éveillé. Mais sinon, il y a vraiment aucune raison. Et là, en particulier dans ce film, à ce moment-là, il y a aucune raison, absolument aucune. Ça fait longtemps, dis donc, que je fais ce petit vlog. Je pensais pas faire autant de temps sur Final Fantasy. C'est bien, ça fera une grosse vidéo de vacances. L'univers est vraiment ouf. Enfin,
visuellement, c'est incroyable. Le mélange de cités extrêmement modernes avec en même temps des tours qui font la taille de buildings actuels, mais qui sont construits dans un style de cathédrale gothique avec des marbres blancs et des grands pylônes et des vraiment, enfin, je peux pas mieux le décrire que le monde du Seigneur des Anneaux qui a atteint l'époque moderne. Il n'y a pas de meilleure définition là-dessus, et imaginez tout ce que ça peut avoir là-dedans, c'est-à-dire que imaginez que les villes se sont étendues jusqu'à atteindre les ruines de Minas Morgul, et que donc, au lieu d'avoir un petit parc, genre les buttes de Chaumont à Paris, qui sont entièrement artificiels, et vous auriez dans une grande ville qui s'est étendue tentaculairement avec des métros, des machins et tout, d'un seul coup, Minas Morgul qui est au milieu, avec quelques poteaux autour parce que c'est un lieu maléfique, mais la ville, imaginez que ça se passe comme ça, quoi. Imaginez une ville qui s'est étendue dans l'univers du Seigneur des Anneaux, dans les prairies du Seigneur des Anneaux, etc. Vous avez l'univers de Kingsglaive, qui en plus a le côté Final Fantasy, les cristaux, les invocations propres à Final Fantasy, genre Ultros, etc. Les pouvoirs magiques. Vraiment, ça marche super bien. Et pour finir sur un défaut, c'est qu'à la fin du générique de ce film, on a une scène post-générique pour donner envie de jouer à Final Fantasy XV. Et cette scène m'a donné envie de tout, sauf de jouer à Final Fantasy XV. Vous quittez Kingsglaive Final Fantasy XV avec des nobles, des rois, une histoire qui va jusque-là, des enjeux de ouf, des personnages ultra intéressants, et d'un seul coup, vous débarquez avec ces 4 branleurs en Audi, au milieu de la route, qui se parlent comme des dudes d'équipes de football américaines. Ah! Je veux pas voir ces gens! C'est horrible! C'est à quel point les personnages du film sont vachement intéressants, et on nous dit, tiens, alors maintenant, vous allez passer 70 heures avec ceux-là. Et tu fais, mais non! Mais pas eux! Ils servent à rien! C'est le Noctis et tous les personnages qui sont autour de lui, je les trouve insupportables. Leur look me sort par les trous de nez, et quand on a eu des personnages aussi, vraiment tous les personnages qu'on a eu dans ce film, c'est que des chevaliers, que des gens qui ont eu des grands passés tragiques, des grands machins, et là on se tape le prince exilé qui aura jamais eu un problème de sa vie parce qu'il aurait été exilé d'ailleurs, et vraiment, et surtout leur façon de parler, quoi, les comédiens qui sont derrière et qui arrivent, et on entend vraiment ces voix de branleurs qui débarquent d'un coup, et on se dit, mais c'est hors de question, je veux même pas me taper 1h45 avec des enjeux de ouf et des machins comme ça pour poursuivre ces connards. Alors il y a peut-être un autre truc général, c'est que la raison pour laquelle j'ai hésité à faire une vidéo là-dessus, c'est que je suis plus du tout dans les jeux vidéo. J'ai plus de PS3, j'ai pas de PS4, pas d'Xbox One, ma Wii et ma Xbox 360 sont dans leur carton depuis 3 ans. Et j'ai jamais eu que 2 jeux, je crois, sur chacune d'entre elles. Et Final Fantasy XV ne m'attire pas du tout. Je suis persuadé que je ne vais pas aimer ce jeu. Alors là, je passe à autre chose, je passe jeu vidéo. Pour moi, ils sont en train de se perdre complètement avec ce jeu. Le côté action temps réel, et déjà, c'est plus Final Fantasy à la base. Évidemment, c'est le mec de Kingdom Hearts qui est arrivé, qui a décidé de faire ça, mais j'aimais déjà pas comment c'était dans Kingdom Hearts, et je trouve pas ça très cool maintenant. J'ai essayé la démo, j'y reviendrai dans 2 secondes. Mais aussi le côté univers ouvert. En fait, je trouve que c'est un RPG japonais qui ressemble trop à un RPG américain. J'ai jamais supporté les RPG américains, tout le côté Elder Scrolls, Oblivion et tout ce qui s'ensuit, les Dark, comment il s'appelait, Dark machin, le jeu qui est impossible à finir là, bref. J'arrive pas à faire ces jeux-là parce que moi il me faut un scénario pas à la hollywoodienne, mais un scénario vraiment à la Final Fantasy, un scénario japonais. Je peux pas juste être largué dans un univers et faire des quêtes. Et globalement, ce qui m'énerve dans ces trucs-là, c'est qu'on sent pas vraiment la progression. C'est-à-dire que dans un Final Fantasy, vous avez un scénario de base, et après vous avez des quêtes annexes que vous pouvez faire si vous voulez ou pas. Si vous les faites, vous aurez des gros avantages pour finir le jeu. Vous aurez des personnages beaucoup plus puissants, mieux entraînés, avec beaucoup plus de pouvoir, etc., qui pourront vous aider à mieux le finir. Mais vous pouvez le finir sans. Les autres styles de RPG, pour moi, on peut pas les finir en fait, parce que on fait plein de quêtes, et comme on les fait toutes dans le désordre et qu'il y en a pas une qui est plus importante que l'autre, il y en a une qui est plus importante que l'autre qui serait grosso modo l'histoire du jeu, mais après ces jeux-là ne sont jamais finis, on peut toujours finir ensuite, et moi du coup j'y arrive pas. Pour moi il faut que ce soit fini, il faut que j'ai un début, milieu et une fin. Pas toujours, il y a des jeux qui arrivent à me faire sortir de ça, mais les RPG en particulier, non, j'y arrive pas. Je peux pas juste avoir un personnage et le faire évoluer en fait, ça me gonfle, je trouve pas ça utile. Et donc là, ce FF15 qui a
hybride entre les deux. D'accord, on va enfin retrouver une carte du monde, mais au prix d'un RPG ultra européanisé, et qui pour moi du coup n'est pas du tout l'univers d'un Final Fantasy. Les villes me paraissent trop grandes, trop tentaculaires, trop énormes. Et ça me paraît compliqué du coup de rester dans le scénario. Et surtout, il y a des trucs que le jeu va nous obliger à faire et que j'ai pas envie de faire. Le combat, déjà, j'ai pas envie de me battre avec du combat en temps réel, j'aime pas ce genre de combat. Et alors du coup, j'ai testé la démo d'FF15 quand elle était sortie sur PS4. Et j'ai détesté le truc. Alors déjà, j'étais obligé de faire une quête extérieure, donc on m'a forcé à chasser un connard de Behemoth dans un truc. Alors je comprends même pas comment ça marche, parce qu'ils disent chercher les traces. J'ai même pas compris comment j'ai réussi à chercher les traces. Je voyais même pas où étaient les traces. J'ai juste marché devant vers ce qui me paraissait logique pour marcher, et heureusement, coup de bol, le jeu m'a fait avancer vers le bon endroit, mais je savais vraiment pas du tout où j'allais. Et on arrive du coup à ce Behemoth, et il faut le piéger dans un endroit. Il faut faire un quick time event, et ensuite on a une baston. Donc le Behemoth arrive dans la zone, je commence à lancer le Quick Time Event, je me foire une première fois parce que évidemment je suis pas doué, et je reprends depuis le début, et là j'y arrive. Donc le Quick Time Event, c'était un moment où il fallait balancer l'arme de Noctis, et il fallait arriver à aller dans tel endroit, et tel machin, et tel truc pour attirer le personnage. J'y arrive. Le combat commence, évidemment comme je suis nul, un Behemoth, ça me bute en quelques secondes, et là le jeu ne décide pas de me faire reprendre le combat contre le Behemoth. Il décide de me casser les couilles, à me refaire piéger le Behemoth depuis, je crois, la dernière étape de la recherche, c'est-à-dire l'étape où on le voit de loin, et il faut réussir à le capturer sans se faire repérer pour pas se faire charger. Le truc qui est le plus chiant à faire, et ensuite il n'y a plus que le combat, et le combat ça pourrait passer, et non, le jeu est codé pour que tu doives refaire le moment où tu pièges, et non pas le combat seulement. Et rien que ça me gonfle. Je déteste les jeux comme ça. C'est comme les jeux les jeux de baston, les jeux à scrolling avant en 2D, où si on passait 3 niveaux et qu'on mourait à un moment, il fallait recommencer tout le jeu depuis le début, ou alors le 3 niveaux plus loin, enfin vous savez, c'était avec Mario, il y avait 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, etc. pour les mondes, et il fallait revenir au 1-1 carrément des fois. Et je peux pas, enfin je trouve ça juste ingrat et et nul. Enfin j'ai déjà pas envie de le faire, mais forcez pas à le refaire 17 000 fois, quoi. Quand c'est un truc aussi compliqué, aussi précis, je trouve ça énervant de forcer les gens à le faire. C'est que, il y avait le même truc dans FF9. Je m'étais énervé sur FF9 aussi avec le triple triad, qui était, il y avait un passage à traîneau où on était obligé de faire une partie triple triad. Ce qui n'était jamais le cas d'FF8, qui pourtant avait lancé le jeu de cartes, et le jeu de cartes d'FF8, je l'adorais, et j'avais envie de le faire tout le temps. Non, alors le triple triad, je crois que c'est... Bon, bref. Et dans le 9, pour le coup, ils ont foutu un autre jeu de cartes qui était pourri, avec des règles débiles, des trucs qui étaient incompréhensibles, beaucoup trop compliqués. Et là, pour le coup, il y a un moment du jeu où t'es obligé de gagner une partie. Même pas juste y jouer, mais faut y gagner. Et j'ai passé je sais pas combien de temps sur ce jeu de cartes de merde à essayer de le gagner, enfin bref. Donc je supporte pas les jeux qui me font ça, donc FF15, je pense pas que je le ferai. De toute façon, je vous l'ai dit, j'ai pas de PS4, pas d'Xbox One, donc j'ai pas de quoi le faire de toute façon. Et je vous avoue que vraiment ce Final Fantasy m'attire plus du tout, et que les limbes du développement m'ont un peu sorti du truc, et que j'ai globalement du mal à m'y remettre. En plus, je pense que ce serait trop long pour moi maintenant que j'ai les cinémas du Randall, j'ai vraiment plus le temps de faire grand chose d'autre à côté, donc un jeu de 60 heures avec un univers ouvert, c'est pas la peine. Mais bref, bon du coup le jeu m'attirait pas, et je pensais d'autant plus ne pas apprécier le film. Pour y revenir au bout de 50 minutes, ça va, ça fait 2 semaines que j'ai rien fait, laissez-moi profiter. Pour y revenir au bout de 55 minutes, et bah ouais, c'était un putain de bon film. Je suis dégoûté qu'il sorte pas en salle. C'est pas le meilleur film du monde, mais franchement, ça n'aurait pas à pâlir du tout face à Warcraft qui est sorti récemment. Et je pense d'ailleurs qu'avec tous les déçus qu'il y a eu de Warcraft, que j'ai pas compris, parce que, enfin, vraiment, vous crachez dans la soupe, quoi. C'était un très bon film. Mais il y a eu tellement de déçus de Warcraft que je pense que ça, sorti juste après, les gens, ça aurait fait un méga carton, quoi. C'est un peu comme Civil War après Batman v Superman, les gens ont dit « Ah, ça c'était mal fait, bah le film d'après l'a mieux fait », bah ils auraient fait la même chose entre Warcraft et FF15. Je trouve vraiment dommage d'avoir réservé ça à la VOD, surtout sachant qu'ils se sont fait chier à aller chercher un bon casting, etc. Ça aurait été vraiment une très bonne idée de faire ça en lancement d'une trilogie, et de faire ensuite une vraie trilogie de cinéma, de films. À la limite, s'ils n'ont pas l'envie pour FF15, je me propose pour le faire pour FF7. Vous me faites venir dans vos studios de motion capture, dans vos machins, moi je vous fais le scénario d'FF7 sur 3 films, et je vous le fais, y a aucun souci. Et Square Enix, appelez-moi. J'ai tellement envie.
Mais voilà, King Clave est vraiment bien réussi, et je suis très surpris parce que je m'attendais vraiment à voir ce film pour dire que c'était pas bien. Pourquoi j'arrive pas à articuler? Ça fait 56 minutes et je fais plus de vlog. J'ai coupé quelques trucs au début, j'ai eu des plantades. La reprise, hein, je suis en vacances, je fais plus ça là en ce moment. Bref, voilà, je vous encourage à aller voir King Clave, et vraiment j'étais très agréablement surpris de l'avoir vu. J'irai sans doute voir un ou deux films en sortir en salle dans les prochains jours, et faire un petit vlog, pas de 56 minutes, mais faire un petit vlog tranquillou avant la reprise. Voilà. Moi ça me fait du bien en tout cas, hein. C'est prendre un peu de congé et arrêter d'être constamment en train de bosser, en train d'écrire, ça fait du bien. Donc, je vous retrouverai dans pas longtemps. Si vous vous ennuyez un petit peu, je vous rappelle que j'ai sorti beaucoup de choses depuis le début de l'année, toutes n'ayant pas fait des vues, comment le dire sans avoir l'air trop aigri. Les détournements, les bases du cinéma, j'en ai sorti 2, sur les ratios de cadre et sur les valeurs de plan. Les trucs les plus importants presque du cinéma. Comment est-ce qu'on cadre le personnage et dans quel cadre est-ce qu'on met le personnage. C'est vraiment, vous devez regarder ça si vous voulez comprendre n'importe quelle image que vous pouvez lire. C'est la présence du personnage dans le cadre et la forme du cadre. Essentiel pour lire le cinéma. Donc arrêtez, les bases du cinéma, c'est pas du superflu, c'est essentiel. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai fait, c'est juste que ce que je dis dedans, c'est les essentiels, c'est les codes de base pour apprendre le cinéma, c'est pas du superflu. Il y a plein de gens qui m'ont dit c'est du superflu les bases du cinéma, c'est pour ceux qui veulent trop en savoir. Non, c'est la base pour lire une image animée. Vraiment, faut que vous les regardiez. Il y a eu le Pourquoi j'ai donné tort sur Rocky, et il y a eu le hors-série sur Atomic Cyborg. Un film de série B que j'aborde avant de pouvoir aborder Roland Emmerich dans le Pourquoi Jean de Tort qui sortira à la rentrée, et sur lequel je vais me remettre dans 2 semaines là à peu près à l'écriture. En fait j'ai déjà commencé à l'écrire, mais il est beaucoup trop long et il faut absolument que je recommence à résumer parce que mes dernières vidéos je mets beaucoup trop d'infos. Il faut que je résume plus. Donc voilà, il y a des choses à regarder si jamais vous vous ennuyez en attendant que je revienne. En attendant, écoutez, prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!